Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Aux États-Unis, quelques mots sur les États-Unis. Joe Biden se rapproche de la victoire. Donald Trump conteste, engage tous les recours judiciaires possibles, demande l'arrêt des dépouillements en Pennsylvanie, en Géorgie. Ces équipes parlent de tricherie, d'irrégularité. La démocratie américaine est mise à l'épreuve. Anne Hidalgo. Oui, elle est mise à l'épreuve et malheureusement, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Mais je souhaite vraiment de tout cœur la victoire de Joe Biden. Je trouve que, enfin voilà, c'est plutôt bien parti. Ça va être difficile. Je vois d'ailleurs une attitude très calme, très sérieuse de sa part, qui n'est pas tout à fait celle du président sortant. Mais est-il enthousiasmant, hein, Joe Biden ? Alors, écoutez, je vais dire, est-ce qu'on a besoin d'être enthousiasmant ? On a besoin de gens qui dirigent sérieusement, sereinement, qui ont conscience des enjeux, des réalités. C'est un homme qui a une très grande expérience, aussi une expérience marquée par des drames dans sa propre vie qui sans doute l'ont amené à mieux comprendre, à être dans cette résilience, dans cette empathie. Et puis, c'est un homme qui, je pense, bien sûr, saura aussi s'entourer. Donc, qu'il soit enthousiasmant ou pas, c'est pas le sujet. Il faut que les dirigeants soient des dirigeants aguerris et qu'ils puissent, bien sûr, par exemple, sur la question du climat, il a communiqué ce matin. Oui, s'engager. Voilà, j'espère, j'attends. À rejoindre l'accord de Paris. Rejoindre à nouveau dès le premier jour de sa présidentielle, voilà, s'il est élu. Ça serait une merveilleuse nouvelle, pas simplement pour l'accord de Paris comme acte engageant des États, mais pour, je pense, la population du monde entier, de la planète. On a besoin des États-Unis. Et jusque-là, ces 4 dernières années, j'ai beaucoup travaillé à l'international, évidemment, et notamment avec les maires américains. Les maires américains des grandes villes, qui sont plutôt presque tous des démocrates et des progressistes, qui tenaient, eux, l'accord de Paris, avec aussi une grande personnalité comme Mike Bloomberg, qui, lui aussi, a compensé toutes les défaillances de l'administration Trump. Donc, j'espère vraiment cette victoire. Quelle leçon, parce que on a minimisé encore une fois le vote Trump, quelle leçon pour la prochaine présidentielle française, Anne Hidalgo ? Je ne sais pas si on peut faire une analogie. Ce ne sont pas du tout les mêmes modes de scrutin, mais je pense que d'abord, si on peut revenir à quelque chose qui ne soit pas que du spectacle, mais bien rentrer dans le fond des propositions des candidats, leur vision pour leur pays, les propositions très concrètes, comment ils considèrent la relation aux citoyens, le respect qu'ils ont eux-mêmes des institutions, du droit, de la parole qu'il donne. Je crois qu'il faudrait, en tous les cas, pas simplement en regardant ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, mais d'une façon plus générale, une forme d'accélération des choses, de spectacle permanent qui envahit la politique, alors que la politique, c'est quelque chose de noble. Hein. Vous savez, c'est pas juste des gens qui viennent parce qu'ils ont envie d'avoir du pouvoir. C'est du pouvoir pour agir. Et je pense qu'il faudra vraiment, dans la vie politique, présidentielle ou pas présidentielle, qu'on permette quand même des confrontations d'idées, de propositions. C'est pas grave de ne pas être d'accord avec quelqu'un en démocratie. Justement, d'ailleurs, le fait que ça ne soit pas grave, c'est que c'est sanctionné par le vote. Donc, il faut laisser s'exprimer les idées, les visions, sans attaquer les personnes et permettre aux citoyens de se faire librement son choix par rapport à l'offre politique qui lui est proposée. Alors, la transition vers la France est faite. Anne Hidalgo, hier à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon s'est écrié « Nous vivons dans un régime autoritaire de type particulier ». Est-ce que vous croyez qu'en France, nous vivons dans un régime autoritaire ? Non, je ne dirais pas ça. Évidemment que nous sommes dans un état de droit, qu'on a une justice indépendante qui se bat d'ailleurs pour son indépendance et avec des très très belles voix. Je pense bien sûr à celle de François Molins, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, ou de Jean-Louis Nadal. On est dans un pays où, heureusement, il y a des institutions, et des institutions qui tiennent, et qui sont les institutions républicaines, et un pays qui doit son unité au fait qu'il se reconnaisse dans les valeurs de la République. Donc il faut absolument préserver ces institutions, leur permettre de ne pas être justement en permanence sous le coup de polémiques
panique ou de pression. Je pense qu'il faut qu'on reprenne, que tout le monde reprenne un petit peu de hauteur pour bien permettre à nos institutions et notre démocratie de continuer à s'affirmer. C'est-à-dire le président de la République, le gouvernement et l'opposition. Tout le monde, toute la classe politique. Toute la classe politique et, les médias. Et les médias. Merci. Et les médias. Alors, Covid, parlons du Covid, puisque nous sommes confrontés à une crise grave, très grave, Anne Hidalgo. Est-ce que vous demandez ce matin au gouvernement de nouvelles restrictions, un durcissement du reconfinement ? D'abord, la situation est, c'est vrai, très préoccupante. Il faut la prendre en considération. Ce qui doit mobiliser aujourd'hui l'action des pouvoirs publics, mais aussi des citoyens, c'est de préserver la capacité de l'hôpital public à accueillir tous les malades en réanimation. Sur l'Île-de-France, on est à environ 1000 personnes aujourd'hui qui sont en réanimation. Au pic de la première vague, on était monté à environ 4000 personnes en réanimation en Île-de-France. Donc il faut bien sûr protéger l'hôpital public, aider les soignants à faire face à cette vague qui leur arrive. Pour cela, il faut vraiment aussi que la population soit informée, qu'on la traite en adulte et que l'on puisse lui permettre à elle aussi d'être en action. Alors, est-ce qu'il faut d'autres restrictions ? On a de nouvelles restrictions, par exemple, sur Paris et la Petite Couronne, qui ont été décidées hier. Le préfet de police m'a demandé mon avis et j'ai donné mon accord. Alors, quelles sont ces restrictions ? Sur un certain nombre de lieux qui sont des lieux où il y avait sous forme de vente à emporter, non pas toute la vente à emporter, mais de la vente d'alcool ou des attroupements qui pouvaient s'organiser autour d'un certain nombre de lieux avec, là encore, des mesures de fermeture à 22h. Il y aura fermeture à 22h de la restauration emportée et des débits de boissons. Pas toutes, voilà, mais en tous les cas, vous verrez l'arrêté du préfet de police qui a été travaillé hier, pour lequel j'ai donné bien sûr mon avis favorable. Votre avis favorable, c'est-à-dire à 22h, entrons un peu dans le détail quand même, Anne Hidalgo, à 22h, il y a encore de la restauration à emporter. Je ne parle pas de la livraison à domicile, je parle de la restauration à emporter. Il y a encore des débits de boissons qui peuvent, en dehors du lieu, ou des petites épiceries qui sont ouvertes. Et elles seront fermées. Et elles seront fermées notamment parce que dans un certain nombre de cas, on a eu des débordements. C'est une forme de couvre-feu déguisé, quoi. Je ne sais pas si c'est un couvre-feu parce que ça ne concerne pas toutes les activités évidemment de la ville. Moi, si vous voulez, mon principe, et c'est comme ça que j'essaye d'agir, c'est de dire, voilà, on fait confiance aux acteurs économiques, aux citoyens. On essaye d'être dans quelque chose qui ne soit pas très bureaucratique et que chacun joue le jeu. Quand il y a des acteurs qui ne jouent pas le jeu et qui mettent en danger évidemment la santé du plus grand nombre, à ce moment-là, il faut des mesures de restriction. Il faut des mesures de restriction. Il y a eu un peu de pagaille autour du couvre-feu. Ici même, le porte-parole du gouvernement a annoncé... Je ne commenterai pas. Vous ne commenterez pas, d'accord. Que je ne commente plus ce genre de choses. Vous ne commentez plus. Je vais vous parler quand même de vos rapports avec le gouvernement qui ne sont pas simples en ce moment, si j'ai bien compris, mais je voudrais quelques précisions encore sur les marchés couverts ou extérieurs. Plus question de vendre des livres, des vêtements, des bijoux, des chaussures, etc., etc. C'est bien cela. Alors, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. D'abord, non, ce ne sont pas des bêtises. D'abord, les marchés ouverts restent ouverts. Et ça aussi, c'est quelque chose pour lequel, nous avons. D'abord parce que les acteurs de ces marchés, les commerçants, ont vraiment pris la mesure des gestes barrières et les clients aussi. Mais nous allons expérimenter du click and collect ce week-end, notamment, c'est-à-dire je réserve et je viens chercher des livres à l'extérieur des librairies en laissant la possibilité aux commerçants de pouvoir, aux libraires de pouvoir s'y installer. Alors, puisque je parle des librairies, vos demandes répétées de rouvrir les librairies à Paris ont beaucoup exaspéré le gouvernement. Est-ce que vous redemandez cette ouverture? D'abord,
ce matin. Les librairies sont, je pense, des commerces essentiels. Et tout vient de la question de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais ce ne sont pas les seuls commerces essentiels. Ce ne sont pas les seuls, c'est vrai. Les libraires ont porté, et portent avec des auteurs aussi et les éditeurs, cette idée qu'il faut essayer, non pas de réouvrir tout de suite, d'ailleurs ça n'a pas été ce que j'ai dit, j'ai dit et je me suis joint aux libraires pour dire, dans la perspective du 12 novembre, puisque le gouvernement a fixé cette échéance pour revoir les modalités concernant les librairies, regardons ce qui peut être fait pour permettre justement... Donc vous demandez la réouverture des librairies le 12 novembre. Si la situation sanitaire le permet, et si bien sûr... Vous réitérez cette demande. Je la réitère, j'ai d'ailleurs signé un courrier avec Éric Orsena et François Bunel au président de la République. Ils m'ont demandé de me joindre à cette demande, ce que je fais. Pourquoi les libraires à Paris ? À Paris, on a environ 700 libraires. On en a environ 500 qui sont des libraires indépendants. Et ils ne sont pas là par hasard. Ça fait 20 ans que la municipalité parisienne, à laquelle j'ai appartenu, y compris avant d'être maire moi-même, se bat pour installer des librairies. Et les Parisiens sont des citoyens qui considèrent les librairies comme des commerces de quartier. Donc, bien sûr qu'il faut être extrêmement vigilant. Mais vous savez, ce qui est important, c'est lorsqu'il y a des voix qui non pas s'élèvent, mais qui font des propositions d'aménagement, d'évolution, de solutions par rapport à la situation que nous connaissons, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Il faut travailler ensemble, il faut écouter. On ne peut pas être non plus dans un pays... Qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement ? Ça s'est crispé entre vous. On ne puisse plus émettre la moindre observation. Entre vous et le gouvernement. Pas du tout, du tout. J'ai entendu Gabriel Attal vous critiquer. J'ai entendu... Je le cite. Avant-hier, c'était ici. J'ai échangé hier, lundi, avec des soignants d'hôpitaux parisiens. Ils étaient pour la plupart abasourdis par l'attitude d'Anne Hidalgo ces derniers jours. Et puis Olivier Véran, quand on met en place le couvre-feu à Paris, elle dit « Je veux sauver Manu Blanche ». Quand on met en place un confinement, elle dit « Il faut sauver les commerçants, les salles de sport. Nous, on veut sauver les Parisiens et les Français ». Voilà les réponses. Écoutez, je ne vais pas commenter et je ne vais pas ajouter de la polémique à la polémique. Je pense que l'heure est quand même suffisamment grave pour le pays pour que, et c'est comme ça que j'ai envie de m'inscrire et que je m'inscris dans ma responsabilité de maire de Paris, qu'on écoute, qu'on travaille ensemble et qu'on trouve des solutions. Il n'y a pas de solution simple, on est bien d'accord. Mais franchement, si on peut s'éviter ce type de polémique, moi je préfère consacrer mon énergie à m'occuper des personnes les plus fragiles dans les EHPAD. J'étais hier dans un EHPAD pour voir si tout va bien. Et c'est vrai que la situation parisienne, notamment, est beaucoup mieux tenue, je trouve, que dans la première vague, puisque on a peu de contamination. Il y a des tests qui sont mis en place. Je préfère occuper mon énergie et mon temps de maire de Paris à aller voir les personnes fragiles, celles qui sont à la rue, pour lesquelles on est en train de trouver des lieux d'hébergement. Hier, j'étais au Carreau du Temple, qui est une très grande d'ailleurs les sans-abri à rejoindre des lieux d'hébergement. C'est très difficile. C'est un vaste débat. Je sais que c'est un débat. C'est un débat presque philosophique. Je pense qu'il faut vraiment inciter, aller vers et essayer de trouver des solutions. Par exemple, hier, les personnes que j'ai vues sont des femmes, beaucoup de femmes à la rue, seules, qui étaient hébergées dans la halte de jour que nous avons ouvert au Carreau du Temple avec l'association Aurore. Bien sûr qu'il faut des solutions d'hébergement pour toutes ces personnes et d'ailleurs elles les souhaitent. Donc on est en train d'y travailler avec les associations humanitaires. J'ai 2-3 questions. Réponse courte s'il vous plaît. Faut-il fermer les établissements scolaires et notamment les lycées pour l'instant ? Les lycées, peut-être pas les fermer, mais en tous les cas, mieux travailler la situation. Et je suis très inquiète. Il y a des mouvements de lycéens qui sont liés d'abord aux conditions sanitaires. Je le dis ici, j'ai proposé au ministre de l'Éducation nationale, à la rentrée, on a travaillé avec toutes nos équipes pour offrir des espaces. On a des bibliothèques, on a des théâtres, des gymnases, des lieux qui peuvent être mis à contribution pour l'éducation nationale et notamment pour les lycées, pour donner plus d'espace aux lycéens qui se plaignent, et leurs enseignants pour beaucoup aussi à juste titre, des conditions sanitaires ou parfois de promiscuité dans lesquelles ils sont.
Question sur le stationnement à Paris. Pourquoi est-il encore payant ? Parce que question d'argent, manque à gagner. Parce que la ville doit besoin d'argent. Bien sûr, la ville, vous savez, comme toutes les villes, on a fait une réunion avec les maires des grandes métropoles. Toutes les villes ont vraiment puisé dans leur épargne et dans leur épargne brute. Paris, nous avions environ 650 millions d'euros d'épargne brute. On a puisé là-dedans pour à la fois faire des aides pérennes aux commerçants, aux personnes qui sont en grande difficulté. Et bien sûr qu'on n'a pas eu de recettes pendant toute la période. On encourage le télétravail et on fait payer le stationnement. Oui, mais vous savez qu'il y a aussi pour le stationnement résidentiel des règles particulières. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on a décidé de faire. On est dans une discussion, toutes les villes d'ailleurs, les collectivités, y toutes compris les villes, avec Johanna Rolland qui préside France Urbaine, les grandes villes, et bien sûr François Barouin, président de l'Association des maires de France, pour qu'on essaye quand même de trouver des solutions, y compris budgétaire, au fait que nos villes ont pallié quand même, par leur agilité et leur capacité à agir vite, ont pallié quand même des difficultés d'action de l'État. Autre question sur les transports. Est-ce que il y aura moins de métro, moins de bus à Paris ? Alors je ne suis pas du tout favorable à la baisse de l'offre de transport. Et notamment, il reste... La SNCF va réduire ses trains ? Il reste des lignes à Paris qui sont extrêmement occupées. Il reste des heures de pointe. Je pense bien sûr à la fameuse ligne 13 qu'on essaye de desserrer de différentes façons, en construisant une nouvelle ligne 14 et en mettant des coronapistes pour le vélo. Mais elles restent très très empruntées, ces lignes-là. Donc il ne faut absolument pas revoir la fréquence de ces transports. Je le dis, ça serait vraiment un non-sens par rapport à la situation sanitaire. Donc j'espère que ce n'est pas ce qui est dans les tuyaux. Bien, Anne Hidalgo, j'ai 2-3 questions en dehors du coronavirus. Lundi matin, le ministre de l'Intérieur confirmait sa volonté d'obliger les télévisions et réseaux sociaux à ne pas diffuser les images des visages de policiers et gendarmes, de les flouter. Vous êtes favorable à cette mesure ou pas ? Vous la voteriez si vous étiez député ? Je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment réfléchi, travaillé dessus. Mais je pense qu'il faut bien sûr faire protéger aussi nos policiers. C'est pas pour rien. Donc vous la voteriez ? C'est pas pour rien que souvent ils doivent être masqués dans des opérations très particulières. Vous savez, ils risquent leur vie pour nous, pour notre sécurité. Donc il faut prendre au sérieux la menace terroriste et le fait qu'ils sont aussi des cibles puisqu'ils incarnent l'autorité. Il y a beaucoup de cibles pour les terroristes qui essayent de semer justement cette terreur et cette angoisse dans la population. Donc prendre au sérieux la situation des policiers, bien sûr. Bien sûr. La future police municipale à Paris, c'est pour quand déjà ? Alors il y a un premier vote, enfin à l'Assemblée nationale le 17 novembre. Enfin, en tous les cas, le texte va être introduit. Pour Paris, ça va être un moment historique. Je me suis déjà prononcée 50 fois là-dessus. Non, je pense que la police municipale... Mais à Nice, vous avez vu l'utilité d'une police municipale armée à Nice ? Je ne vais pas être... j'apprécie aussi ce que fait Christian Estrosi sur plein de sujets en tant que maire. Mais pour autant, c'est pas mon modèle. La police l'utilité lors du dernier attentat à Nice, Anne Hidalgo. Oui, ça a été évidemment, ils ont réussi à arrêter. Mais la plupart des polices municipales en France sont des polices municipales qui ne sont pas armées d'armes létales parce que le rôle des polices municipales ne peut pas se confondre avec le rôle de la police nationale. Et d'ailleurs, je rentre dans ce dossier, cette création de la police municipale en demandant, comme tous mes collègues maires qui ont déjà des polices municipales, à l'État de ne pas réduire la voilure en termes de police nationale. Les deux ont des rôles différents. Les deux doivent bien sûr se coordonner. Mais pour moi, la police municipale parisienne, elle doit jouer un rôle pacificateur. C'est une police qui va être ancrée dans les quartiers, enracinée, qui connaîtra les commerçants, les acteurs du quartier, qui pourra intervenir pour
pacifier. Et la police nationale gardera son rôle, évidemment, dans tout ce qui est lutte contre le grand banditisme, le terrorisme, les trafics de stupéfiants. Ça coopérera, évidemment, mais ça ne peut pas être de la substitution. Alors, 2 dernières questions. Le ministre de l'Intérieur veut permettre aux maires d'installer des radars de vitesse, de contrôle du bruit ou de la pollution. Ça vous plaît? Vous allez installer vous-même? Alors, sur les contrôles de pollution, ça fait très longtemps ça existe à Paris, que ça existe et qu'on l'a demandé, qu'on veut aller d'ailleurs vers des formes aussi à distance, pour voir quels sont les véhicules polluants, pas polluants, autorisés ou non en fonction des systèmes de vignettes, critères. Donc ça, j'y suis bien sûr très favorable. Favorable aussi, bien sûr, au contrôle de la vitesse. Donc vous pourrez, les mairies pourront installer des radars de vitesse. On va étudier là aussi, mais pourquoi pas, bien sûr. C'est ce que veut le gouvernement. La vitesse, ça joue sur 2 éléments. Sur la sécurité routière. Dans une ville comme Paris, la sécurité routière, c'est un vrai sujet. Pourquoi pas? En tous les cas, je l'étudierai. Vous savez, je ne vais pas vous donner une réponse. Oui, je le ferai. Bien sûr. Toute chose s'étudie, mais je trouve que c'est une bonne chose que de pouvoir le faire. Bien, j'ai une dernière question. En janvier, vous disiez, je ne serai pas candidate à la présidentielle de 2022. Est-ce que ce matin, vous pourriez dire la même chose? Mais je ne suis pas du tout dans cet horizon de 2022. Vous dites ce matin, je ne serai pas. Ce que je dis ce matin, c'est que je veux vraiment contribuer à ce qu'il y ait dans ce pays, dans notre pays aussi, une offre politique qui puisse s'exprimer, qui soit plus ce que j'ai envie de voir. C'est quoi cette offre politique, Anne Hidalgo? Je suis une social-démocrate, écologiste, humaniste, féministe. Je pense qu'il faut un peu plus pacifier les rapports. Il faut un candidat ou une candidate qui porte il faudra ces valeurs-là, qui porte aussi ces valeurs, et je pense que le débat démocratique dans notre pays en sera renforcé. Et comment le choisir, Anne Hidalgo? Eh bien ça, c'est les mois qui viennent. Bien sûr, il y a des formations. Qui va choisir? Il y a des formations politiques, il y a une primaire, il y a des personnes peut-être qui s'imposeront, je n'en sais rien. En tous les cas, ce qui me paraît très important, c'est que on ne considère pas, parce que ça serait mortifère pour la démocratie, que le premier tour ou le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2022 est déjà joué. Il faut vraiment que nos concitoyens puissent eux-mêmes participer. Vous savez, on a besoin, et ils sont là. Enfin, les Français sont quand même courageux, sont responsables, traversent les crises que nous vivons de façon quand même assez exemplaire. Il faut qu'ils puissent choisir. Voilà, qu'on ne se retrouve pas dans des situations comme celle des États-Unis, qu'on soit fiers de notre démocratie. Bien, en tout cas, je constate que vous ne dites pas « je ne serai pas candidate à la présidentielle 2022 ». Nous verrons l'avenir. Je ne dis pas que je suis candidate non plus. Bien, merci Anne Hidalgo. Merci d'être venue nous voir ce matin à 8h56. Merci à vous.